BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert. De retour dans l'heure H avec notre invité aujourd'hui, Pierre Rondeau, économiste du sport. On parlait justement à l'instant des droits télé qui font largement vivre un sport qui a perdu ses spectateurs en stade pour des raisons sanitaires, mais finalement, dans son déroulé, vous le disiez à l'instant, finalement, ce n'est peut-être pas l'essence justement pour des sports qui deviennent très internationalisés. On va bien évidemment y revenir. Il y a eu une étude récente du cabinet EY sur, encore une fois, les clubs de Ligue 1 de football qui ont perdu 605 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette saison. L'impact de la crise est estimé à 1,27 milliard d'euros. Mais finalement, on se rend compte que il y aura encore des secousses économiques, mais que c'est une goutte d'eau avec cet effet rattrapage. Parce que l'UEFA ne s'inquiète pas, a priori, tout est sauvé, ficelé jusqu'à 2024. Ce qui compte, c'est, alors voilà, si je prends la comptabilité d'un club de foot, c'est ses fondations, s'il a ou non les reins solides. Et effectivement, à ce niveau-là, on l'a remarqué, malgré tout ce qu'on a pu dire sur les pertes, sur les dettes, sur les déficits des clubs. Prenez par exemple Marseille qui, encore là, la saison dernière affichait une perte financière de 93 millions d'euros. Personne n'alerte sur la faillite de l'Olympique de Marseille parce qu'il a les reins suffisamment solides. Il est solvable. Il est à 93 millions de pertes, mais il est solvable. Idem pour les clubs de foot qui donc auraient perdu de façon directe 600 millions d'euros selon l'étude que vous venez de citer et globalement, coût direct et indirect, plus de 1 milliard. Et pourtant, les clubs, je pense notamment au club de Nantes, au club de Montpellier, qui annoncent une augmentation de leur budget pour la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain qui dépense plus de 50 millions d'euros pour le joueur Icardi, des clubs en Europe qui dépensent 60, 70, 90 millions d'euros sur des joueurs. Effectivement, malgré la crise économique, malgré le confinement, malgré les supposées pertes financières, commerciales, publicitaires, marketing et autres, continuent à vivre parce qu'ils ont les reins solides et parce que aussi, objectivement, le football reste le sport numéro 1 sur Terre et c'est pas parce qu'on a une crise économique et un confinement que les gens vont arrêter de regarder le football. Les gens continueront et d'ailleurs on l'a vu, au moment de la reprise, les gens se sont rués sur ces rencontres malgré tout ce qui avait été dit sur le fait qu'on jouera dans des stades vides. Malgré les stades vides, et je crois qu'en Angleterre par exemple, ils ont battu des records d'audience pour la reprise de la Première Ligue, à plus de 6 millions de téléspectateurs pour les matchs du championnat anglais. Donc quoi qu'il arrive, les gens continueront à regarder le football. Et à ce niveau-là, ce qu'on peut dire, c'est parce que beaucoup de gens avaient annoncé la crise va permettre une régulation du football, une redistribution des cartes, voilà, de dire on va vers un football plus sain, plus humain, plus calme, plus léger, un ralentissement des transferts. Pas du tout. Pas du tout. En fait, cette crise n'a pas entaché, d'une part, l'appétit peut-être des investisseurs étrangers. C'est d'autant plus vrai en France où on le voit, il y a vraiment un attrait et un appétit de ces investisseurs. On l'a vu encore récemment. Et ça veut dire aussi que ça n'a pas touché à l'attractivité. Parce que le football même pour reste le mercato, attractif. On aurait pu envisager que ça redistribue. On l'avait dit d'ailleurs, moi le premier, je l'avais dit dès le début du confinement, on imaginait, on estimait que puisqu'on affichait des pertes commerciales, publicitaires, marketing, de droits TV et autres colossales et très importantes, on estimait que les clubs n'auraient pas les moyens de pouvoir débourser 50, 100, 150 millions d'euros sur le marché des transferts. Or, ce n'est pas le cas, ils peuvent le faire. Parce qu'à la fois, même s'il y a une pause, il faut quand même rappeler que la crise est une crise exogène, tombée du ciel, qui ne vient pas directement remettre en cause le modèle économique du football. La crise n'a pas eu lieu du fait du modèle du football. Le football est victime de la crise du Covid-19. Sauf que le football n'est pas responsable. Donc le football a subi cette crise comme tous les secteurs d'activité. Simplement derrière, dès que le championnat ou les championnats ont repris, de nouveau, il a pu amasser de l'argent. Le football, de nouveau, il a pu récolter les deniers financiers, attirer les investisseurs, attirer le public international. Localement, les supporters ne venaient pas, mais à échelle internationale, le public américain, chinois, africain et autres s'intéressaient au football européen. Donc quoi qu'il arrive, la crise a été ralenti, a été diminué, a été ajusté, même a été arrêté si on peut dire. Il y aura effectivement toujours puisque précisément pour le cas français, précisons que du fait de l'arrêt du championnat, les droits télé n'ont pas été versés par les diffuseurs. Et donc les clubs ont souscrit à ce qu'on appelle un prêt garanti d'État, un PGE. Donc il y aura dans la comptabilité des clubs pendant les 4 prochaines saisons l'intégration d'une dette financière, d'une dette à rembourser. Mais
D'un autre côté, on affiche que la saison prochaine, les droits TV du foot français vont augmenter de 56% et que le football français va être vendu plus de 1 milliard d'euros et donc 1 milliard d'euros directement redistribués aux clubs. Donc les clubs disent d'un côté, on a perdu de l'argent, mais la perte a été compensée par un crédit qu'on devra rembourser l'année prochaine, mais l'année prochaine, nos revenus augmentent puisque les droits TV explosent. Pas grave, c'est très bien alors, on continue à vivre, et je vous le répète, Montpellier, Nantes, Monaco, Marseille, Paris et autres augmentent leur budget la saison prochaine, malgré la crise économique. Avec un effet, finalement, là on le voit véritablement, la reprise certes, mais carrément avec un effet rattrapage, on le voit dans ce secteur. Je voudrais qu'on dise un mot avant de se quitter sur ce nouvel acteur à connaître, on en a largement parlé aussi sur BFM Business et dans le groupe Altice plus généralement, à la maison mère de BFM Business, c'est Mediapro, un acteur à connaître, un nouveau diffuseur, 80% pour la Ligue 1, 20% reste à Canal+, mais là va se poser un autre problème et une autre interrogation du modèle. Mediapro a tout raflé via Téléfoot, doit rentabiliser quoi, 800 millions d'euros déboursés avec les abonnés qu'il va falloir aller convaincre. Alors là, le bas blesse un peu quand même. Là, c'est inquiétant. Là, on pourrait dire qu'à plus ou moins long terme, l'inquiétude ne vient pas de la crise économique, mais l'inquiétude vient de la capacité à ce que Mediapro, ce nouvel acteur, donc qui s'appellera en France Téléfoot, puisse rentabiliser ses investissements initiaux, qui sont de 800 millions d'euros pour le football français, seulement 80%, vous l'avez dit. Oui. Donc ça veut dire que l'abonné devra prendre Téléfoot et Canal+, et en plus la moitié des droits d'RMC Sport pour la Coupe d'Europe pendant une saison. Donc des investissements très importants, plus tous les investissements structurels liés à l'investissement d'une nouvelle chaîne. Donc nouveaux studios, nouveaux journalistes, nouveaux commentateurs, présentateurs et autres. Donc il faut rentabiliser. Et pour rentabiliser, le calcul a été fait, il faut 3,5 millions d'abonnés à 25 € par mois. 3,5 millions d'abonnés. Ça me semble très compliqué, parce qu'à l'heure actuelle, beIN Sport ont eu un mois, 4 millions. Ils se sont tous cassés les dents sur ce modèle. beIN Sport, par exemple, c'est 4 millions d'abonnés lors de la Coupe du Monde 2018. Mais comme c'est un abonnement sans engagement, dès le mois de septembre 2018, ils sont repassés à 3 millions. Donc ils n'ont jamais duré à 3,5 voire 4 millions d'abonnés. Canal+, c'est 6 ou 7 millions d'abonnés, mais c'est le cinéma, c'est les séries, c'est le sport et tous les sports. Je précise que Téléfoot, je ne vais pas leur faire la mauvaise publicité parce que j'espère croire à ce projet, mais Téléfoot, c'est seulement 80% de la Ligue 1, 80% de la Ligue 2 et les matchs de Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League, pour une saison seulement. Donc le consommateur, s'il veut voir l'intégralité du football français, c'est pour cette saison Mediapro Téléfoot et Canal+, et dès la saison prochaine, donc dans 2 ans, c'est Mediapro Téléfoot, Canal+, beIN Sport et RMC Sport. Donc au final, soit le consommateur dit je ne veux pas payer, je vais sur le streaming illégal, je vais sur le piratage, je vais sur l'IPTV, donc je mets à mal la logique de rentabilité du groupe, soit je ne m'abonne pas tout simplement, et dans ces cas, c'est le groupe Mediapro qui lui pourrait perdre des deniers, et à terme, je ne le souhaite pas, mais à terme, faire faillite. Et si faillite si faillite de la chaîne qui a souscrit un contrat sur 4 ans jusqu'en 2024, dit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne peux pas payer, c'est toute l'économie du football français qui là s'écroule. Je le rappelle, 36% d'un budget est constitué par les droits TV. Et là, ça peut jouer sur les appels d'offres au niveau des droits TV ? Ce qui peut se passer, c'est que si... politique fiction, mais encore une fois, je ne le souhaite pas, mais imaginons. Si Mediapro Téléfoot fait faillite ou dit je ne peux pas m'engager à payer le contrat restant, un accord avait été négocié avec la Ligue pour une caution solidaire via son actionnaire chinois. Donc quoi qu'il arrive, sur une saison, la Ligue sera payée. La saison d'après, les droits seront renégociés. Mais une renégociation après une perte, mécaniquement, c'est une renégociation à la baisse. Parce que les nouveaux diffuseurs, les nouveaux acteurs vont dire je veux bien, moi aussi, enchérir et payer, je prends ça pour moins. Ou alors, l'autre perspective, et peu de gens en parlent, mais elle existe, la perspective, c'est l'arrivée des GAFA. C'est Amazon, c'est Facebook, c'est Apple, c'est Netflix, qui pourraient se positionner pour acheter les droits français ou les droits du football européen. Et là, on peut tout imaginer, une Super Ligue européenne, une réorganisation du football international, mais en tout cas, ça peut arriver. Moi, je pense véritablement que la perspective, en tout cas la date fatidique, ça sera 2024. Et d'ailleurs, on voit que certains partenariats commencent à se nouer justement avec ces GAFAM, où il y a vraiment une incursion avec d'autres projets. Donc ce sera à suivre, cette incursion des GAFAM, notamment sur ce territoire, sur ce terrain. Merci Pierre Rondeau d'avoir été avec nous dans l'Orage, où on a pu véritablement s'interroger sur cette économie du sport. Vous êtes économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire et société de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir été dans l'Orage. Tout de suite, un rappel de l'actualité.